Bienvenue à tous et à toutes, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce 4e épisode de notre podcast dédié aux innovations et aux tendances dans le domaine de l'architecture et de la construction. Nous avons pour mission de vous faire découvrir les nouvelles pratiques émergentes dans notre secteur. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial et passionnant en 3 parties, intitulé « Réhabilitation et réemploi, les clés d'une construction réussie ». Ce thème est particulièrement pertinent dans le secteur de l'immobilier d'entreprise où il devient essentiel de favoriser une construction plus durable et responsable. Vous êtes curieux d'en savoir plus ? Alors restez avec nous et écoutez la suite. Dans cette première partie, nous allons mettre en lumière des exemples concrets de réhabilitation et détailler les étapes clés de ce processus. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, clarifions ce que l'on entend par réhabilitation. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le sujet Fanny Beaufils, ingénieure projet activité déconstruction, désamiantage et économie circulaire du BET Antea Group. Bonjour. Saleh Abdoulaye, ingénieur du pôle bâtiment durable, expert en économie circulaire chez GSE. Bonjour. Et enfin, Thomas Glaise, responsable sites et sols pollués chez GSE. Bonjour. Alors, pour commencer, Thomas, pouvez-vous nous éclairer sur le terme de réhabilitation ? Alors, quand on parle de réhabilitation, on fait référence à l'ensemble des opérations nécessaires pour redonner une seconde vie à un site sans forcément repartir de zéro. La réhabilitation permet de révéler le potentiel d'un foncier sans forcément tout raser. On a tout un jeu d'étapes nécessaires pour adapter un site à son usage futur, parce que je le répète encore une fois, on réhabilite pour un usage futur. Merci Thomas de nous avoir éclairé sur ce terme de réhabilitation, mais quelles sont les étapes clés d'une réhabilitation réussie ? La réhabilitation d'un site, c'est un enjeu sociétal majeur car ça contribue à réduire les impacts sur plusieurs fronts. Donc ça réduit les impacts sur les ressources, ça réduit les émissions, les pollutions et ça a un vrai impact sur l'artificialisation des sols. Il y a aussi des enjeux un peu différents, mais il y a un enjeu financier et un enjeu environnemental. Donc la réhabilitation d'un site, avec les processus de réemploi, de réutilisation et de revalorisation, ça permet de réduire globalement l'impact environnemental d'un projet. En revanche, il n'est pas toujours évident de mettre en perspective ces gains environnementaux avec des gains financiers. On estime que la réhabilitation a souvent un surcoût pour en révéler le potentiel du réemploi. Donc dans une réhabilitation, si on se focalise sur le sujet du jour, on doit intégrer dans le processus de construction plusieurs approches qui apparaissent à l'oreille similaires mais qui ne révèlent pas le même potentiel. Le réemploi, la réutilisation et la revalorisation. Donc on va quand même essayer de nuancer aujourd'hui ces 3 termes. Le réemploi, c'est le fait de réutiliser une ressource. Alors un produit, un équipement et un matériau qu'on va aujourd'hui dire PEM, sans une transformation, c'est-à-dire que sans détourner son usage d'origine. Un faux plafond, on va le réemployer pour un faux plafond. Un isolant, on va le récupérer puis on va le réemployer pour un isolant. La réutilisation, c'est le fait de réutiliser un produit avec ou sans transformation, mais on détourne son usage d'origine. Je vais prendre une belle porte en bois massif et puis je vais en faire un super beau plan de travail. Ça, c'est de la réutilisation. Et puis il y a la revalorisation. Ça, c'est le recyclage des matières. Votre porte de bois massif, en fait, elle est broyée et on en fait des copeaux pour un paillage végétal. Toutes ces étapes-là de réemploi, de définition du réemploi, de la réutilisation, de la revalorisation, ça a un objectif, c'est d'éviter aux produits, aux équipements et aux matériaux de devenir un déchet. Merci Thomas, très très clair. Saleh, durant ces étapes clés, qu'en est-il des enjeux environnementaux ? Alors les enjeux environnementaux sont effectivement au cœur de la réhabilitation des sites dans l'immobilier d'entreprise. Dans un contexte où la crise climatique et la préservation des ressources naturelles sont de préoccupations majeures, la réhabilitation se positionne comme une solution plus durable. Plutôt que de solliciter de nouvelles ressources et de produire des déchets importants, je rappelle par exemple que le secteur du bâtiment génère le 3/4 des déchets en France en termes de volume. Alors bâtiment, je précise, c'est BTP, pas seulement le bâtiment et travaux publics. La réhabilitation permet de réutiliser des matériaux existants. Donc cela réduit ainsi l'empreinte carbone et les coûts de construction. Cette approche contribue également à limiter l'étalement urbain en optimisant l'utilisation des terrains déjà artificialisés. Par ailleurs, la réhabilitation permet d'intégrer des technologies modernes et performantes comme des systèmes de gestion de l'énergie, des panneaux solaires et des matériaux isolants, réduisant ainsi la consommation d'énergie des bâtiments rénovés. GSE Défriche, réhabilitation et réemploi, les clés d'une construction réussie. Finalement, la réhabilitation est préférable à la démolition. Fanny, vous avez choisi cette option dans votre projet. Pouvez-vous nous dire pourquoi ?
Tout d'abord, il faut une volonté de la part des maîtres d'ouvrage pour mettre en place l'économie circulaire sur les projets, même si le contexte réglementaire est favorable, notamment avec la loi GEC, donc c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui est mise en place depuis 2020. Ensuite, outre la présence de matériaux dangereux type amiante, plomb, il y a plusieurs freins dans une opération où on met en place l'économie circulaire, notamment le temps. Il faut l'anticiper très en amont, les contraintes logistiques, les coûts, l'assurabilité des produits, équipements, matériaux qui seraient réemployables, réutilisables, assurer la traçabilité de tous ces matériaux et produits, massifier le réemploi. Le choix d'orienter les projets de réhabilitation vers le réemploi, c'est une démarche tout à fait logique, pleine de bon sens, à l'heure où les modes constructifs sont voués à se tourner vers le bio, le géosourcé et le réemploi. Et notamment aujourd'hui, avec la réglementation environnementale 2020, on doit analyser le cycle de vie et comptabiliser tout le poids carbone d'un bâtiment. Donc quand on utilise un matériau issu du réemploi, le poids carbone est neutre. Pour l'instant, je travaille davantage sur des projets de démolition que sur des réhabilitations, mais pour chacun, j'essaie de mettre en place le réemploi. Par exemple, pour une ville de Saône-et-Loire pour laquelle je dois prochainement démolir un ensemble d'immeubles mitoyens, j'ai immédiatement proposé une mission faisabilité réemploi lorsque, lors de la visite, j'ai identifié des produits, équipements, matériaux qualitatifs, c'est-à-dire avec une valeur patrimoniale, comme des pierres de taille, des ferronneries. Je trouvais vraiment dommage que ces matériaux finissent sur une installation de stockage de déchets inertes ou enfouis, ou alors revalorisés pour les métaux en fonderie, par exemple. Donc on recherche des solutions durables et écologiques. Ensuite, sur un autre projet, pour un bailleur social lyonnais, j'ai dû réaliser un diagnostic réglementaire produits, équipements, matériaux, déchets, dans le cadre d'une réhabilitation de 324 logements répartis sur 10 bâtiments. En priorité, il s'agit d'identifier les produits, équipements, matériaux qui peuvent être conservés dans le cadre de ce projet. Par exemple, pourquoi déposer une main courante lorsqu'elle n'est pas dégradée, qu'elle est encore aux normes ? En fait, on se rend compte que ce que fabriquaient nos aïeux était solide et efficace. Sur ce même projet, je suis en train d'étudier la possibilité de remplacer les toilettes usagées par des WC de réemploi. Et c'est là qu'il y a un autre frein en fait, qui se pose, c'est l'acceptabilité par le maître d'ouvrage et les usagers. Mon dernier exemple se pose sur un projet qui est passé, toujours en rénovation énergétique. Il s'agissait de démolir un bâtiment dans une résidence pour personnes âgées non dépendantes. Et le programme comprenait notamment du réemploi de matériaux d'équipement. Donc en fait, c'est plutôt des équipements qu'on a déposés, des kitchenettes, des appareils sanitaires, des volets roulants. On a proposé également de déposer les habillages ardoises en façade pour les mettre en paillage pour des végétaux, mais cette solution n'a pas été retenue par le maître d'ouvrage. Au final, sur cette opération, les produits, équipements, matériaux qui ont été récupérés serviront à la maintenance des autres logements ou d'autres bâtiments pour ce maître d'ouvrage. Merci Fanny pour tous ces exemples qui nous auront permis de vraiment mettre une matérialité sur ces termes de réhabilitation, de réemploi. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Merci à tous pour votre écoute et pour avoir exploré avec nous la question cruciale de la réhabilitation. Ce sujet nous permet de repenser nos modes de construction de manière plus durable, plus responsable. Nous remercions chaleureusement Fanny, Saleh et Thomas pour leur contribution enrichissante à notre discussion dans cet épisode du podcast GSE Défriche. Chers auditeurs, n'oubliez pas de suivre notre actualité sur les réseaux sociaux et de vous abonner pour ne rien rater de nos émissions. Rendez-vous pour la deuxième partie de l'épisode Réhabilitation et réemploi, les clés d'une construction réussie, où nous nous focaliserons sur le réemploi des matériaux et les défis associés. À très bientôt pour de nouvelles explorations audacieuses au sein de GSE Défriche.